Et je suis en direct. Y a-t-il... M'entend-on? Bonsoir Auré, merci. Je ne vais pas être seul, grâce à toi. De toute façon, seul ou pas, j'avais prévu de le faire quand même. J'espère que tu vas bien. Alors, on va attendre nous 2 minutes et sinon on va démarrer. Et de toute façon, ce sera visible en rediffusion, en vidéo à la demande. Alors, je n'ai pas fait d'effort particulier pour ma tenue. Les conventions, je pense que vu la circonstance, on peut s'abstenir. L'heure est au combat, dans la joie, la confiance. J'ai la concurrence de Macron. Difficile de faire le poids. Macron, quand même, c'est le président. Alors, merci Roré. On va démarrer. Hein. C'est pas grave, les retardataires, ils arriveront s'ils arrivent. Et si on est tous les deux, on est tous les deux. Et les autres le verront quand ils le souhaitent, s'ils le souhaitent. Ça ne change rien à la situation et ça n'empêche pas d'agir. Alors pourquoi j'ai décidé d'organiser ce webinaire, en fait, qui est le préambule à une série que je pense quotidienne, en tout cas dans les premiers temps, et qui va être l'introduction d'une formation gratuite. Tout ce que je vais faire, ça va être gratuit. Parce que nous sommes dans une situation particulièrement problématique, pour ne pas dire critique, et que la plupart des gens ne prennent pas conscience de l'ampleur de ce qui nous attend, à la fois d'un point de vue sanitaire, mais aussi économique. Et en tant que chef d'entreprise, serial entrepreneur, depuis mes 23 ans, j'en ai 47, j'ai connu des réussites et j'ai aussi connu des échecs. Et le genre d'échec qui te, qui te laisse KO dans le caniveau où tu n'as plus d'autre bien que 2 sacs plastiques Leclerc avec quelques vêtements. J'ai connu ça, non pas parce que mon business n'était pas pérenne et profitable, mais parce qu'à un moment donné est survenu un contexte auquel je n'étais pas préparé. Et depuis, dans mes interactions, mes échanges avec d'autres chefs d'entreprise, j'en ai connu qui ont eu à vivre des situations très délicates parce que le contexte extérieur change subitement, parce que le contexte interne change subitement. Le départ de collaborateurs clés, la perte de gros clients. Le contexte extérieur, ça va être le changement de législation, l'apparition d'un nouveau concurrent, une crise économique. Euh, et on se prépare toujours à tout sauf à l'imprévisible. On se prépare à ce que l'entreprise, elle connaisse de la croissance, le business, hein, quel qu'il soit, qu'on soit indépendant ou à une taille déjà plus conséquente. On se prépare à ce que le business se développe. C'est une évidence. Donc, alors quand on se lance, on sait que les premiers mois, les premières années, c'est possible qu'on perde de l'argent, mais à terme, on va atteindre la rentabilité et devenir profitable. C'est une certitude.
On ne peut pas envisager l'échec. Or, les statistiques nous démontrent qu'il y a plus de probabilité qu'à 5 ans, ce soit l'échec que la réussite. Alors, d'autant plus quand le contexte est particulièrement difficile. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte, nous, entrepreneurs, particulièrement déstabilisant, inédit, et face auquel on n'est pas préparé. On a pu faire de grandes écoles, hein, de commerce, de business management, ce qu'on veut, mais on n'apprend pas à gérer ce genre de situation. Pourquoi? Parce que la situation est inédite. Alors déjà, on va voir, et je vais vous partager comment j'analyse, j'observe et j'analyse la situation, et ce qui me permet de conserver une certaine distanciation par rapport à ce qui arrive et qui m'affecte en tant qu'individu, pour garder le contrôle sur comment je dois agir en tant qu'entrepreneur. Je distingue bien les deux. Je voulais aujourd'hui poster, faire un post, un peu d'humour, mais apparemment en ce moment les gens sont pas disposés au point d'humour, d'autant plus quand c'est noir ou glauque ou con. Je voulais faire Jarad, est-ce que tu connais la différence entre l'attitude d'un salarié face au Covid-19 et celle d'un entrepreneur? Alors, normalement, tu réponds non. Et quand tu réponds non, ben moi, je vais te dire, bon, ben, le salarié, il a peur. Hein. Et l'entrepreneur, alors le salarié, il a peur pour sa peau, hein, et l'entrepreneur, il a peur pour sa peau et pour ses fesses. Tous les entrepreneurs me comprennent. On a une autre responsabilité encore, et sans être prétentieux, c'est le contexte, c'est c'est le rôle dans lequel on s'est engagé. On a une responsabilité euh, supplémentaire par rapport à celui qui est aujourd'hui salarié d'une entreprise ou de l'administration. C'est qu'on doit à la fois assumer la situation d'un point de vue personnel, mais aussi en tant que dirigeant de son business, quelle que soit sa taille. Et ça complique les choses parce que vos revenus, mes revenus, tes revenus, tu les tires de ton business. Euh, les responsabilités que tu as assumées sont différentes de celles de tes collaborateurs. Ceci étant dit, pardon, je vais vous partager mon écran et commencer à vous montrer certaines choses et vous expliquer dans quelle démarche à la fois intellectuelle et humaine je m'engage pour ne pas sombrer dans la peur et l'angoisse et contribuer à ce qui va s'imposer à nous, c'est-à-dire la terreur collective. Quand on voit des scènes où déjà dans les supermarchés, les gens se battent pour de l'eau ou du PQ, on peut plus dire les gens n'ont pas peur, hein, même pas peur. Je veux dire, si t'as pas peur, tu te comportes pas comme ça. Euh, Maintenant, euh, la peur est très mauvaise conseillère et en plus, elle favorise euh, euh, notre prédisposition à avoir, à être une victime de ce virus. La peur, c'est quelque chose que l'organisme, l'individu, est programmé à connaître, à vivre, mais sur une période courte. Ça va déclencher un réflexe et ça nous permet très souvent de sauver notre vie. Mais quand la peur dure et s'installe, elle se transforme en très haut niveau de stress. Et il est aujourd'hui prouvé que le stress nuit significativement aux défenses immunitaires de l'organisme. Donc, il faut se libérer de la peur. C'est pas bon la peur. Ça, d'une,
ça ne vous aidera pas à prendre des décisions, ça t'aidera pas à prendre des décisions. Et de deux, ça va fragiliser ton corps. Donc, pour s'affranchir de la peur, il faut en revenir à quelque chose de factuel. Le factuel, ce que je connais et ceux qui me connaissent savent que j'apprécie, c'est les chiffres et l'analyse des chiffres. Donc, pour sortir du discours ambiant et du discours politique, comme là Macron en ce moment qui nous annonce que c'est plus sérieux que prévu, qu'il va falloir renforcer les mesures, que vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il vous dira pas qu'ils n'y savent rien, mais ils donneront l'air qu'ils maîtrisent tout. En fait, personne ne maîtrise rien, personne ne sait rien, et on peut juste revenir à la réalité. Se réapproprier la réalité, ça permet, et de la reconnaître, ça permet de l'assumer. Et une fois qu'on l'assume, là, on peut commencer à analyser pour définir un plan d'action et agir. Pourquoi? Parce que il s'agit à la fois de sauver notre peau et de sauver nos fesses d'entrepreneurs. Donc, je vous partage mon écran. Je te partage mon écran. J'ai dit, je te tutoie même si vous êtes plusieurs. Hein. Alors, j'espère que tu as bien mon écran. Si quelqu'un peut me le confirmer dans le chat pendant que je me désaltère, ça fait longtemps que je m'étais lancé dans un monologue comme ça. Merci pour votre confirmation. Donc, la première des choses, moi, j'aime m'extraire de l'information filtrée par les médias. Non pas que je sois complotiste, mais j'aime me faire ma propre opinion depuis toujours. Donc, euh, il est aisé de trouver certains sites où les données publiées sont reconnues. Là, en l'occurrence, c'est un site qui a été lancé par un centre américain de recherche en système des sciences et de l'engineering, un institut très réputé qui agrège lui-même différentes données d'instituts et d'organismes reconnus et qui agrège même des données publiées par les différents pays autorités concernées. Donc, quand on voit ces données brutes, ça peut être effrayant ou au contraire, on peut dire, bon, ben, ok, d'accord, il y a 179 000 personnes dans le monde qui sont contaminées. Qu'est-ce que c'est par rapport à la population globale? En fait, c'est rien. Hein, c'est rien du tout, même s'il y a du rouge partout, même si le rouge, parfois, il peut déborder comme ça peut faire peur. Hein. Si on le ramène à la population globale, c'est rien. Ceci étant dit, ce n'est pas pour minimiser l'impact que ça a pour ceux qui sont concernés et qui vont l'être. Alors, quand je dis qu'ils vont l'être, pourquoi? Parce que c'est une certitude que ça ne va pas décroître demain. Quoi que l'on fasse, quelles que soient les décisions que les politiques vont prendre, ça ne va pas décroître demain. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, je vous partagerai le lien tout à l'heure dans le chat pour ceux que ça intéresse. Allez, je le fais de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà, vous avez le lien. Hein. Et en parallèle, vous le voyez ici, pardon, ici, les bases de données sont téléchargeables. Hein. Donc, elles sont disponibles sur GitHub. Et, et moi, je suis allé chercher les données et je les télécharge. Alors, pourquoi je les télécharge? Parce que je suis en train de construire mes propres indicateurs. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse de savoir? C'est pas le nombre brut de personnes contaminées. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mieux évaluer la vitesse de progression. Pourquoi? Parce que
Petite histoire hein, sur la propagation du virus, on en revient, ça démarre en Chine. OK. Et aujourd'hui, ben, on constate que la Chine est le pays le plus concerné. 80 032, je vais en oublier aucune, personnes contaminées. Quand je clique sur la Chine, hein, voilà, je clique sur la Chine et je vais avoir le détail. Voilà. Hein. Alors ici, dans la province de Hubei, j'ai 67 000 personnes contaminées, le nombre de morts, le nombre de personnes qui se sont rétablies et le nombre de personnes qui sont encore actuellement malades. Hein, donc, le nombre de cas total, le nombre de morts, le nombre de personnes rétablies, le nombre de cas actifs de personnes qui sont actuellement malades. Donc, ok, c'est un chiffre, 81 000, c'est énorme. Il y a encore 9 500 personnes actuellement malades. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons atteint aujourd'hui un pic dans la croissance, la propagation du virus. Est-ce que nous sommes en phase de déclin ou toujours en phase de croissance? Alors, en fonction du contexte, hein, en fonction des pays, ben, nous sommes dans une phase différente. Et aujourd'hui, aucun indicateur disponible ne nous permet de savoir où on en est. La seule possibilité que j'ai, c'est de voir aujourd'hui là sur cet indicateur que ici c'est la courbe de la Chine, mais on voit que ça a progressé très vite et puis maintenant ça progresse un peu moins vite. Alors cette progression, ça continue de progresser, mais à un rythme beaucoup plus lent. C'est ce qu'on appelle le plateau. Beaucoup de gens pensent que d'un coup ça se propage et puis très rapidement, 1 ou 2 semaines, c'est fini, on n'en parle plus. Ben, malheureusement, ça se passe pas comme ça et je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se passe. Quand on nous annonce 2 semaines, quand on nous annonce jusqu'à nouvel ordre, c'est parce que on nous annonce un temps qui individuellement et collectivement est acceptable. Sinon, sinon on ne maîtrise plus la réaction des gens. Et quand on ne maîtrise plus la réaction des gens en masse, ça peut vite vraiment dégénérer. Donc on annonce des temps acceptables. 2 semaines, c'est acceptable. Voilà, 2 semaines, c'est acceptable. Les gens ont l'habitude de 2 semaines de vacances. 3 semaines, 2, 3 semaines, ça passe. Mais si on dit il y en a pour 3 mois, là, ça se complique, ça se crispe et ça panique. Donc, pour éviter que ça panique, eh ben, on va communiquer tous les jours et tous les jours, on va réajuster et tous les jours, ben, on peut faire avaler une nouvelle pilule. Alors, ce n'est pas mentir, c'est juste dire les choses d'une manière qui soit acceptable et entendable dans la situation actuelle. Alors j'en reviens à la Chine. La Chine, on voit ici, là, sur le graphique, vous pouvez voir que on commence à connaître un ralentissement de la croissance. Voilà, c'est la première étape, le plateau. Vous voyez que le plateau, il dure déjà depuis presque aussi longtemps que on a agrégé les données. Hein, à partir du 20 janvier, alors il y a d'autres données disponibles qui ne sont pas intégrées dans cet outil que je vais intégrer pour avoir quelque chose de complet, d'exhaustif. Mais on peut dire que hein, c'est plus long. Le temps du plateau va être plus long que le temps de la progression. Ça, c'est un premier indicateur. Voilà, pour se donner une temporalité et ne pas être pris au dépourvu. Voilà. Prendre conscience de la situation et de se dire, OK, en Chine aujourd'hui, on admet que l'épidémie commence à être maîtrisée, même s'il y a toujours une progression.
même s'il y a toujours des gens qui meurent. On commence à maîtriser. Je vous expliquerai pourquoi et comment et en quoi chez nous et notamment en Europe, ça risque d'être un peu différent et avec un niveau de maîtrise moindre. Mais en Chine, c'est maîtrisé. Voilà, on contient l'augmentation. Et alors quand je dis ça, c'est en ayant analysé les derniers chiffres, hein, que pour le moment, j'ai simplement agrégé là. Vous voyez que si je prends la Chine, hein, on va filtrer juste la Chine. China, pardon, c'est en anglais. Bon, alors ici, on a les dernières données connues, hein, par province. Et j'ai comparé par rapport aux données de la veille. Donc, on voit que dans la plupart des régions, hein, en tout cas celles qui ont le plus ont été le plus affectées, on se rend compte qu'aujourd'hui, le taux de progression de nouveaux cas est proche de zéro. Hein. L'épidémie est maîtrisée en Chine. Ça, c'est un premier indicateur. Alors, il y a deux, trois régions où on a un fort taux d'évolution, mais aujourd'hui, avec un nombre de personnes infectées très faible, ça va être à suivre dans les prochains jours pour savoir si c'est juste un épiphénomène ou si, après avoir connu la propagation et une croissance exponentielle du virus dans certaines régions. Maintenant, ça va être au tour des autres. A priori, le gouvernement chinois a mis en place des mesures qui permettent de davantage maîtriser, contrôler la propagation. Alors, je disais tout à l'heure que il y a une différence singulière avec l'Europe dans la, la la probable propagation du virus et maîtrise de propagation du virus. Un, le système politique chinois est particulièrement coercitif, ce qui signifie que quand le gouvernement décide quelque chose, ça s'impose et s'il faut envoyer l'armée, on n'hésite pas à envoyer l'armée. Pour le citoyen lambda, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une autorité suprême et unique. Il y a un peu de contestation, mais dans l'extrême majorité, hein, pour ne pas dire la totalité, là-bas la dissidence est marginale. Ça s'impose, c'est comme ça, on dit d'accord et on fait. Il y a moins de récalcitrants que qu'on peut avoir en Europe. Alors, il y a des exemples. Hein. Vous avez peut-être vu des vidéos de personnes arrêtées dans la rue par des drones. Voilà, et les gens, ils sont terrorisés. Alors, je vous invite à taper hein, sur Google personnes arrêtées par des drones en Chine et vous allez voir. Deuxième, c'est que ils ont une capacité d'imposer la technologie et un accès à la technologie que nous n'avons pas. Ils ont par exemple déployé une application, pardon, qui permet de contrôler et qui permet d'autoriser ou non l'entrée dans certains bâtiments. Alors vous allez être vert, orange ou rouge et toutes vos données personnelles sont analysées, hein, vos déplacements, les personnes que vous avez rencontrées, parce qu'on sait matcher la géolocalisation et on sait si vous avez rencontré quelqu'un qui finalement a déclaré la maladie. Donc vous êtes à risque. Si vous êtes à risque, on vous laisse pas rentrer dans le bâtiment et on peut même vous contraindre à rester à la maison. Donc, en fonction du statut que vous avez, la couleur, ben, vous êtes autorisé à sortir ou à rester chez vous. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible en Europe, qu'on n'est pas capable de déployer dans un temps record comme l'a fait la Chine, et surtout qui ne serait pas accepté d'un point de vue de la protection des données personnelles de la vie privée. Donc, la Chine aujourd'hui a des moyens et des arguments
à mettre en œuvre pour limiter la propagation du virus qu'on n'a pas en Europe et encore moins en France. Donc, j'en reviens aux chiffres. Hein. Euh, Pourquoi en revenir aux chiffres? Parce que euh, le chiffre ne triche pas, il est ce qu'il est. Le chiffre n'a pas d'intérêt électoral, le chiffre n'a pas d'intérêt financier. Il va nous dire la réalité telle qu'elle est, de manière brute. Après, à nous de l'interpréter. Donc, je disais, la Chine qui commence à être en phase plateau, hein, qui permettrait d'espérer dans un second temps une baisse du nombre de personnes infectées avant de connaître très probablement, et ça, là aussi, il faut pas se leurrer, un nouveau pic, un nouveau plateau, et enfin une décroissance de long terme. C'est toujours comme ça que ça se passe dans la diffusion d'un virus. Là aussi, je vous invite et je vous partagerai, si vous le souhaitez, des recherches sur le sujet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que en dehors de la Chine, tous les pays qui ont été affectés avec un temps de décalage, là, on est dans une croissance beaucoup plus forte et beaucoup plus exponentielle que ça n'a été en Chine. C'est pas un indicateur qui me laisse à penser qu'en 15 jours, ça va être réglé. Alors, j'analyse ces chiffres, je crée mes propres indicateurs pour avoir une vision claire et pour pouvoir estimer le moment où on passera à nouveau dans, je dirais, une phase de retour à la normale, même si le retour à la normale, j'y reviendrai tout à l'heure, faut pas l'espérer comme ce qu'on a connu avant. L'impact euh, psychologique, économique, politique, sociétal de ce qu'on connaît va être de très long terme et changera radicalement certains comportements et priorités. Donc, la première des choses, je regarde ça. La deuxième, il y a une autre réalité. Hein. Elle est là. Elle est là. C'est la réalité du marché. Voilà, ce qu'on est en train de subir actuellement, c'est une double crise, une crise sanitaire et une crise financière. Alors, qui sont concomitantes, mais la crise financière nous pendait au nez depuis un certain temps. Si vous voulez, le Covid-19, si tu veux, c'est un peu comme l'attentat de Sarajevo, hein, c'est le déclencheur. Bon, voilà, mais ça allait arriver quoi qu'il arrive. Les deux concomitants, c'est une situation à laquelle on n'est pas du tout préparé et où nous, entrepreneurs, dans laquelle nous, entrepreneurs, on doit être particulièrement alerte, vigilant, agile et lucide. J'y reviens tout à l'heure. Donc, je vais vous donner un autre signal, un autre indice. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte, que les marchés, c'est l'hécatombe. Alors, quand ça saigne comme ça, faut se dire que il y en a qui s'en mettent plein les poches parce que le marché ne baisse pas si ceux qui parient à la baisse ne seront pas plus puissants que ceux qui, au même moment, souhaitent que le marché tire vers le haut, malgré une planche à billets XXXXL de toutes les banques centrales, ça corrige, ça corrige plus de 40% sur le CAC 40 par exemple en moins de 3 semaines. Alors, autre indicateur qui me permet de, de définir une certaine temporalité, deux autres même. Hein, les bonds, qu'est-ce que c'est les bonds? C'est les bons du trésor.
Donc, c'est les dettes de l'État. Alors, et quand on regarde globalement, on se rend compte que les dettes à court terme, le rendement, il est plutôt dans le rouge ou faible. La progression, par contre, hein, si je prends par exemple la France à 10 ans, aujourd'hui, c'est du 5925%. Oui, les amis, ça n'est pas le Bitcoin, ça n'est pas Ethereum, ça n'est pas une fausse monnaie, une arnaque, quoi que ce soit. C'est les bons du trésor. Voilà, l'État qui s'endette à 10 ans. Aujourd'hui, les investisseurs sont prêts à payer 5925% plus cher que hier. Voilà, voilà. Par contre, à un an, ben, ils veulent pas le payer beaucoup plus cher, hein. Ça me donne un premier sentiment. Autre sentiment, ben, simplement, vous passez en revue les news, hein, les grands titres, sans trop plonger, hein. Et qu'est-ce qu'on découvre dans l'un de ces titres? Hein, voilà, les banques qu'on connaît si généreuses. Alors, je vais le trouver. Les banques, où sont nos banques, s'il vous plaît, les banques. Ah voilà, les banques ici, vous voyez, hein, les banques. On peut voir toutes les infos sur les banques généreuses. Pour une fois, nous offrent la possibilité d'avoir un moratoire de 6 mois sur les remboursements de crédit. Pourquoi les banques parlent de 6 mois? Pourquoi les investisseurs institutionnels basculent de la dette à court terme à la dette à très long terme de manière indécente, si la situation, comme on nous l'annonce, sera réglée en quelques semaines, hein? Non, il faut revenir à la réalité. Ça va durer. Il faut s'y préparer et il ne faut surtout pas sombrer à la peur et la psychose collective qui s'installe. Je le rappelle, double responsabilité d'individu et d'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, ben on a aussi, alors quand on est seul, le revenu qu'on en tire peut contribuer à assumer les charges familiales, mais quand on a des collaborateurs, on a aussi un rôle euh, moral et légal euh, dans dans la vie de ses collaborateurs. Voilà. Donc, on est encore plus investi d'une mission. Ceci étant dit, je suis quelqu'un de très optimiste et tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Euh, nous nous ne pouvons pas contrôler comment la situation va évoluer, mais nous pouvons être clairement euh, informés, garder le contrôle, ne pas sombrer. Ça, c'est un conseil que je vous donne, hein. Arrêtez les infos, ne regardez plus la télé, passez juste en revue 2 minutes par jour, flux d'actualité comme Google News ou d'autres, juste les grands titres. Vous saurez tout. Le reste va vous parasiter. Faut rentrer en mode combat et le combat, c'est la réalité. Il faut sauver l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer que 15 jours et ça ne sera pas un retour à la normale en quelques jours. Ça va être long, très long, beaucoup plus pénible et difficile que la crise des subprimes, de laquelle nous ne sommes toujours pas rétablis. Ce sera beaucoup plus violent que la conséquence, le crack du 11 septembre que j'ai vécu, hein. Euh, bon, le dépôt de bilan que j'ai eu à vivre en 2005 était la conséquence indirecte de, du crack de 2011. On a tenu un certain temps sans prendre conscience que petit à petit, nos forces s'amenuisaient. On était sorti très très éprouvé de cette crise. J'avais une agence de communication, j'ai édité des magazines et on a été la première cible des coupes franches et des grosses boîtes. Euh, des choses à laquelle on se prépare pas, qu'on n'apprend pas à l'école.
Et gérer en plus une crise sanitaire, il n'y a aucun master aujourd'hui disponible sur le sujet. Alors, je vais en venir un peu à ce que je veux vous partager. Et aujourd'hui, je dirais, c'est un petit peu une introduction, un avant-goût. À partir de demain, j'ouvre une formation en ligne gratuite. Je vais vous partager à la fois des ressources, des conseils, ce que j'ai capitalisé durant toutes ces années et comment moi personnellement je vais œuvrer pour transformer cette situation cataclysmique en une opportunité de transformer mon business et faire en sorte que je puisse l'assumer longtemps et de façon pérenne. Voilà, très probablement avec d'autres valeurs et un autre paradigme. Alors le constat, hein, je l'ai évoqué, hein, c'est une crise extrême. Je vais pas rentrer de nouveau dans le détail sanitaire, économique. Ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que les changements de comportement que l'on connaît aujourd'hui vont être encore plus radicaux. Ce n'est que le commencement et c'est de long terme. Et certains, ce sera définitif. On ne revient pas en arrière. Ne pensez pas qu'on va revenir à la normale comme avant. Ça n'existe pas. Quand l'individu est impacté à ce niveau-là, il ne l'oublie pas. Et la peur qui s'inscrit comme ça jour après jour, qui s'amplifie, c'est pas juste avec une simple douche ou quelques semaines de vacances qu'on va l'oublier. C'est un réel traumatisme et certaines personnes vont le porter jusqu'à la fin de leur jour et j'espère qu'ils vont vivre très vieux parce que je ne voudrais pas qu'ils soient victimes de ce virus. Alors, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, le politique était totalement démuni, l'acteur économique est totalement démuni. Donc, ne soyez pas complexés à être démuni. Personne ne sait. Il y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de référentiel existant. Nous sommes dans un contexte inédit. Euh, Surendettement des États, la question des subprimes, des surendettements des États n'a pas été réglée. On a fait marcher la planche à billets, on a aggravé la situation. Nous sommes sous perfusion. Quand je dis nous, c'est toutes les économies, beaucoup d'entreprises également. La bourse a été sous perfusion. La croissance de ces dernières années est artificielle. Il fallait payer l'addition. Manque de peau, ça tombe au très 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 mauvais moment, au plus mauvais moment qui soit. La conjonction d'une crise sanitaire inédite, en tout cas inédite dans l'histoire moderne. À cela, faut pas oublier que chaque jour qui passe, l'innovation digitale bouleverse tout. Elle affaiblit, elle disrupte de nombreux secteurs et ça ne fait que s'amplifier. Et des événements comme ça vont pousser encore plus les entreprises, en tout cas les grands groupes et je dirais les entreprises les plus audacieuses, à investir massivement dans la transformation des process, dans l'adoption des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Pourquoi? Non seulement pour réduire le coût de production, pour pouvoir significativement réduire les effectifs et produire euh, autant ou maintenir un haut niveau de production à moindre coût. Voilà, et faire la différence et être prêt. On l'évoquera tout à l'heure, et être prêt pour la reprise parce qu'il faut s'y préparer. Hein, alors, pas de méthode miracle disponible. Vous pouvez chercher sur Amazon, questionner tous les experts. Ça n'existe pas. C'est à nous de l'inventer et chacun dans son contexte et chacun avec ses forces et ses faiblesses. Chacun avec les ressources dont il dispose. Je vous le disais, il est impossible de prédire. Tout ce qu'on peut faire, c'est construire des indicateurs qui vont nous permettre de définir une temporalité
estimative et qu'il faudra constamment réévaluer, hein, au quotidien. Donc, ne soyez pas surpris par la méthode des politiques, hein, la méthode au jour le jour et jusqu'à nouvel ordre. On a tous envie de savoir quand ça va finir, hein, quand ça s'arrête, et qu'on retourne à nos occupations et à nos plaisirs quotidiens. Malheureusement, personne ne sait, donc on en tire parti et on va essayer. Moi, je vous produirai des données, des indicateurs là dans les prochains jours. Là, je suis en train de construire des indicateurs, un baromètre de la situation. Euh, je disais, vous avez un rôle aussi de pondération, de modération, de stimulation et de propagation d'un discours positif et constructif. Même si la situation est grave et peut être alarmante, qu'elle peut devenir catastrophique, si on a un rôle moral et peut-être de dernier rempart face à la peur qui peut se transformer en terreur collective. Je l'évoquais tout à l'heure, des scènes déjà où des gens se battent dans les supermarchés, les gens qui se ruent sur le stock, au stade où on en est, c'est déjà complètement disproportionné, incohérent. Alors imaginez au bout de 3, 4, 6 semaines de confinement, comment les gens vont se comporter. Admettre, accepter et essayer d'anticiper le changement de paradigme définitif, hein, inéluctable, qui s'installe. S'il est même plus en perspective, il est déjà en train de s'inscrire dans nos gènes, nos attitudes, nos mentalités, notre état d'esprit et tout ça. Demain, on aura à l'assumer dans nos business et notre relation avec les autres, et également nos clients, également nos partenaires et éventuellement nos collaborateurs. Hein. Alors, un dernier point sur le constat, je voulais aussi insister sur le fait, parce que certains experts, notamment sur toutes les chaînes d'infos, là, disent que la solution, bon, le télétravail va permettre de compenser ça et que les entreprises finalement elles vont pouvoir s'adapter. C'est pas juste une histoire de capacité à mettre en œuvre le télétravail, hein, la continuité de service. C'est bien plus que ça. C'est se préparer à la tempête qui s'annonce, et une tempête multidimensionnelle. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, on est informé, on le sait, on peut agir. Alors pourquoi il faut agir? Parce qu'il y a des risques. Et ces risques, je vais vous les énoncer, même si vous les connaissez, même si vous y avez pensé. Et je vous invite, je vous l'enverrai, je vais en faire un petit document à l'imprimer et à le mettre en face de vous pour vous le remémorer. Dès lors qu'on oublie le risque, on prend des décisions inconsidérées. Et très souvent, on se trompe dans nos actions, nos prises de décision. Il faut se souvenir du risque à tout moment. Le premier risque qu'on va ressentir, c'est la perte de chiffre d'affaires massive. 30, 50, 100% selon le secteur d'activité, ça va être massif. C'est pas anecdotique. La deuxième, alors je vais vous donner une anecdote. Hein, le 11 septembre, là, j'avais l'agence de com, j'avais 35 collaborateurs à ce moment-là, et on marchait bien, on faisait beaucoup de catalogues de voyage, hein, beaucoup, et puis on gérait aussi l'impression de catalogues de voyage, des millions d'exemplaires par an. Et on travaillait pour quelques grands groupes. Le 11 septembre, à l'époque, on avait encore le fax et les fax tombaient. Annulation de commande sur annulation de commande sur annulation de commande. J'ai déposé le bilan 4 ans plus tard. La quasi-totalité des projets qui ont été suspendus ou annulés provisoirement le 11 septembre ou le 12 septembre n'ont jamais repris. Voilà, on ne rattrape pas ce qu'on a perdu. C'est une illusion. On rattrape pas le temps perdu.
Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Perte de clients, pourquoi? Parce que pour beaucoup de clients, il y aura un changement de priorité, des changements stratégiques. On va peut-être réduire les coûts, on va peut-être internaliser certaines choses, on va peut-être différer des investissements, on va peut-être faire soi-même. Donc durablement, le marché va se contracter. Euh, il y a aussi le contexte qui limite et réduit et empêche les interactions. Donc mécaniquement, dans certains secteurs d'activité, ça réduit le potentiel de business à zéro ou pas loin. Donc, le risque majeur, hein, et auquel je tiens à sensibiliser chacun et auquel je me sensibilise moi-même, c'est la dégradation rapide de la trésorerie. Ça va fondre comme un glacier en période de réchauffement climatique, hein, à vive allure. Euh, donc, pourquoi? Parce que augmentation des délais de paiement, où vous allez voir apparaître des clients qui ont toujours payé correctement, qui vont prendre un peu plus de temps. Vous allez avoir des impayés si vous n'en aviez pas, ou une augmentation des impayés, et vous allez avoir une baisse de la facturation et des encaissements puisque l'activité est réduite, voire stoppée. Donc la trésorerie, c'est vraiment le point clé. C'est ce qui vous permettra une bonne gestion de votre trésorerie. C'est ce qui vous permettra d'avoir les ressources nécessaires ou pas lors de la reprise pour retrouver très rapidement un rythme de croisière. Hein. C'est la troisième phase. On y reviendra tout à l'heure. Autre risque, démobilisation de l'équipe, de vos partenaires. Gardez le lien, on le verra tout à l'heure. Gardez l'esprit clair, ne pas céder à la panique, ne pas prendre de décision à la hâte, sondez et prenez le recul. Prenez une nuit, dormez bien, hein, soignez votre sommeil, c'est très important. On ne peut pas avoir de réponse à tout immédiatement. Il faut accepter que parfois il faille un peu de temps, quelques jours, pour être sûr de la bonne décision et sachant que la bonne décision, elle est bonne à l'instant T et que à l'instant d'après, elle peut s'avérer erronée. Vous risquez de faire face à une baisse de l'implication de la vigilance, la vôtre, celle de vos collaborateurs. Ça peut engendrer une baisse significative de la qualité, de la productivité, hein. Et comme on a moins d'activité, hein, le téléphone sonne moins, ben, on procrastine de manière exacerbée et on devient totalement improductif. C'est des habitudes qu'il faut chasser. Il ne faut pas permettre qu'elles s'inscrivent. Pourquoi? Parce que sinon, la reprise sera très, 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 très compliquée. Plus vous laissez de nouvelles mauvaises habitudes s'inscrire, euh, s'imposer, plus difficile il sera de redémarrer la machine au moment où on pourra la redémarrer. Hein. Donc c'est le risque basique, hein, c'est le péril de la mise en péril de votre business. Je l'évoquais juste avant, votre incapacité à tenir le temps nécessaire et à rebondir. Mettre la clé sous la porte. Alors à court terme ou à moyen terme. Je vous l'évoquais tout à l'heure, on a tenu un certain temps après la crise du 11 septembre jusqu'à que le contexte s'aggrave davantage en 2005 et fin 2004 et on a été contraint de déposer le bilan. J'étais contraint de déposer le bilan en 2005, espérant un plan de continuation, liquidation prononcée en 1 minute 30. 8 ans de ma vie, une bonne partie de celle de mes collaborateurs, on décide rien dans ce genre de situation. Si on peut éviter de se retrouver dans ce contexte où on perd le contrôle total, je pense qu'il est préférable d'anticiper et d'imaginer. Imaginer le pire, c'est pas vouloir le pire, hein. C'est tenter de se prémunir. Voilà. Donc, pourquoi il y a aussi une autre contrepartie en tant qu'entrepreneur, pardon,
c'est que très souvent, on a des engagements autres que moral et financier à court terme, hein, de l'entreprise. On a aussi des engagements personnels. On peut être caution bancaire. On peut avoir des engagements personnels qui vont dépendre de notre capacité ou pas à tenir nos engagements personnels. Et ça peut encore davantage aggraver notre situation personnelle. J'ai un ami qui n'a pas supporté une situation de dépôt de bilan euh, et pris par le prêt, perdre la maison, sa femme, 2 enfants, comment il allait assumer. Sa solution, ça a été de se pendre. D'autres en dépression. Euh, on est toujours plus fragile qu'on ne le croit et on n'est jamais préparé à vivre ce genre de situation. Euh, on prend le risque aussi de tarder à prendre les décisions, ne rien faire ou au contraire se précipiter. Voilà, faut maîtriser le tempo. Enfin, dernier risque, sombrer psychologiquement parce que ça affecte tout le monde. Tout le monde est affecté. Mais dans notre rôle d'entrepreneur, face aux autres, face aux collaborateurs, face aux partenaires, face aux clients, on doit se montrer fort et infaillible parce que c'est comme ça qu'on nous attend. Nous sommes humains. On a aussi droit à des moments de doute, de faille, de questionnement. On a le droit d'avoir peur, mais il faut pas sombrer dans la peur. Il faut pas la laisser s'inscrire durablement. Hein. Dès que vous ressentez qu'à un moment donné vous perdez le contrôle ou que vous êtes dans le doute, ben, passez à l'action, faites quelque chose. Voilà, c'est le meilleur moyen, l'action, de s'affranchir de la peur. Alors, point suivant, ben, que faire? Hein, que faire? Alors là, je vais passer en revue quelques points et ce sera, je dirais, pour aujourd'hui, je clôturerai là-dessus. Le comment agir, il vient dans la formation que je vais vous partager dès demain. Ensuite, tous ceux qui le souhaitent, qui sont présents maintenant ou qui verront la vidéo en rediffusion, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je prendrai le temps parce que je pense que en offrant mon temps et en vous aidant peut-être à gérer, à prendre des décisions gracieusement, je m'aide aussi et je contribue que tous ensemble on prépare ce qu'on peut préparer, ce sur quoi on peut agir, c'est-à-dire quand on va pouvoir redémarrer. Pour le moment, on subit et il faut l'accepter. C'est pas grave. Euh, on en est capable, individuellement et collectivement. Voilà, l'humanité a déjà montré qu'elle est capable de dépasser des événements dramatiques. Ce qui nous arrive, bon, que les marchés se cassent la gueule, ils vont se refaire. Hein, si ça nous impacte un petit peu financièrement, on va se refaire. Il faut souhaiter que le moins de personnes possible soient affectées et succombent à ce virus. Mais il faut surtout entretenir et célébrer la vie, l'espoir. Alors quoi faire? Ben, faites d'abord un point précis et objectif sur la situation de votre business. C'est quoi? Si vous n'avez pas de tableau de bord de suivi de trésorerie, bon ben vous créez une feuille de calcul, je vous partagerai un modèle demain, les chiffres, hein, rien que les chiffres. Voilà, ça permet de s'extraire de l'émotionnel. Hein. D'abord, quelle est la trésorerie disponible? Je dois savoir, vous devez savoir combien vous avez de munitions. Hein. Euh, quelles sont les dépenses à venir? Identifier les dépenses. Vous connaissez le niveau de salaire, vous connaissez le loyer, éventuellement les prêts que vous avez. Vous identifiez ça. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à votre comptable ou expert comptable. Sinon, listez-le, même si c'est en grande catégorie. Ensuite, euh, faites rentrer l'argent. Voilà, c'est la priorité des priorités. Ce qui n'est pas facturé, vous le facturez. Faites un point. Voilà, même si vous aviez prévu de facturer en fin de projet, faites un point et expliquez-le au client. C'est réalisé, c'est facturable. Voilà, vous n'êtes pas responsable de la situation qui s'impose. Vous n'avez pas à assumer pendant des semaines, voire des mois, l'interruption du service, du projet. Facturer ce que vous pouvez facturer.
Négocier éventuellement des paiements partiels avec vos clients, hein, voire un échelonnement pour construire, avoir une visibilité sur ce qui va rentrer ou peut rentrer dans les semaines et les mois à venir. Par prudence, minimiser les rentrées, maximiser vos dépenses. On a toujours tendance à faire l'inverse, maximiser vos dépenses, minimiser vos rentrées. Ensuite, ben, une fois qu'on a fait ça, qu'on a œuvré à facturer, à rentrer l'argent, à avoir un plan, une visibilité sur ce qui va rentrer, on a construit déjà une partie du plan de trésorerie. On va réduire drastiquement les dépenses et pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Par contre, ne vous privez pas euh, d'investissements stratégiques. Euh, euh, le superflu, on le supprime. Si vous avez des machines à café, des Nespresso, des avantages au quotidien pour les collaborateurs, on peut supprimer. Inviter vos collaborateurs, même alors là, ils vont être de toute façon contraints, mais les déplacements, les frais de structure, limitez tout au maximum. Tout ce que vous pouvez geler, gelez-le. Privilégiez tout ce qui est dépenses mensualisables plutôt que des engagements dans la durée. Si vous devez renouveler des licences, et je vous le dis en étant dans le domaine, si vous devez renouveler des licences, faites-le en mensuel, pas en annuel. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Votre trésorerie est plus importante que la remise que vous pourrez obtenir aujourd'hui. N'hésitez pas à réduire aussi le nombre de licences si c'est possible. Réduisez, vous faites de la publicité, réduisez. Ne tardez pas à le faire, faut le faire de suite. En tant qu'agence de com, euh, les différentes crises en 8 ans, on en a eu quelques-unes. Je les ai subies et je peux vous dire que les grands groupes, si ils survivent beaucoup plus à ces crises que les petites et moyennes entreprises, hein, c'est pas parce qu'ils ont un trésor de guerre beaucoup plus conséquent, c'est parce qu'ils agissent plus vite et qu'il n'y a pas de cadeau. Quand il y a un profit warning, on serre les boulons, on serre les vis et on réduit les coûts au strict minimum. Donc, pub, on réduit. Vous aviez des engagements, vous renégociez. Le contexte est exceptionnel. À contexte exceptionnel, renégociation exceptionnelle. N'hésitez pas. Tout ce que vous pourrez économiser, c'est des munitions en plus que vous aurez pour tenir peut-être le jour, la semaine en plus qu'il faut pour pouvoir espérer redémarrer. Hein. J'en reviens à la trésorerie et j'insiste pour préserver votre trésorerie, coûte que coûte. Coûte que coûte chaque dépense, demandez-vous si elle est utile, si elle est nécessaire, si elle est stratégique. Si c'est pas 3 oui, bannissez-la, suspendez-la. N'hésitez pas à reconsidérer tous vos contrats. Réduisez les coûts de manière drastique. Déléguez à quelqu'un en interne si vous avez un collaborateur qui peut le faire. Si vous êtes seul, faites-vous aider par quelqu'un. Renégociez tout. Renégociez tout. Banquier, assurance, abonnement téléphonique, tout, absolument tout, avec vos prestataires, renégociez tout et ne tardez pas. À circonstances exceptionnelles, renégociation exceptionnelle. Inscrivez-vous dans l'action et l'anticipation plutôt que de subir passivement, sans réaction et d'attendre l'annonce du jour du gouvernement et des médias. Voilà, reprenez le contrôle sur la situation. Enfin, quand vous avez une équipe, remobilisez les troupes. Il faut communiquer. À la fois, il y a une communication collective et individuelle. Prenez un temps pour chacun pour vous assurer que le moral est bon, que le niveau d'implication est bon. Et sentez les gens, restez en contact. Hein. D'autant plus si vous êtes amené maintenant à travailler en télétravail. Donnez le cap, communiquez aussi en donner le cap, en assurant chacun que vous savez où vous allez. Hein. Même si de temps en temps vous changez vos décisions et qu'elles peuvent sembler contradictoires, expliquez-le. Voilà, expliquez pourquoi il y a ce changement de cap éventuel.
N'hésitez pas à solliciter et impliquer vos clients. Vos clients ont aussi besoin de vous. Et plus vous les impliquerez, plus vous les rendrez solidaires, plus vous serez forts et prêts à rebondir quand enfin la situation reviendra, entre guillemets, à une certaine normalité. Hein. Saluer et célébrer toutes les réussites, et encore plus que d'ordinaire. Ce que vous n'aviez pas l'habitude de faire parce que c'est une habitude et c'est normal. Là, à situation exceptionnelle, célébrez-le. On a signé un client alors que on n'a pas pu le voir, que finalement, ou un client nous confirme sa confiance, nous renouvelle sa confiance. Euh, célébrez-le, célébrez-le, partagez-le avec vos proches, avec si vous travaillez seul, hein, vous êtes un individuel ou avec vos collègues, avec vos associés, si vous travaillez en équipe. Enfin, accompagnez vos collaborateurs, là aussi, si vous avez une équipe, à adopter le mode télétravail en restant efficient. Hein, en leur expliquant que, bien entendu, on leur demande pas autant de présence, mais de se mettre en condition pour. Et là, je vous partagerai aussi, j'ai commencé à rédiger un mini guide hein, avec quelques conseils pour être vraiment efficient quand on travaille à la maison. Ça fait des années que je le pratique, j'ai beaucoup voyagé, je voyage souvent, j'ai vécu dans différents pays, je connais ça au quotidien et je sais rester concentré, je sais créer le contexte qui me permet d'être concentré et efficient et productif. Voilà, c'est ça ce qui est important. Alors, si vous avez cette capacité-là, partagez-la. Si certains collaborateurs sont plus prédisposés que d'autres, incitez-les à partager leurs conseils. Voilà, impliquez, émulez. Hein. Peut-être introduisez un moment confidence où chacun va se livrer sur ses doutes, sur ses questionnements. Voilà. Et où d'autres vont pouvoir, au contraire, pondérer et positiver. Alors, il faut définir une stratégie, un plan d'action et enfin les mettre en œuvre. En tout cas, c'est un plan global, mais il y aura 3 étapes. Un, la phase plan de gestion de crise. Alors certains l'ont peut-être déjà entamé avec une communication auprès de leurs clients, ce qu'on appelle un plan de continuation, pour exprimer le plan de continuation, pardon. Une organisation différente au niveau de l'entreprise. Mais c'est pas suffisant. Hein. Je vais vous partager un modèle. Il faut vraiment définir un plan de gestion de la crise et identifier les problématiques qui vont arriver, qui sont peut-être déjà arrivées, et celles qui vont suivre parce que la situation va durer, pour bien les anticiper. Ceci étant fait et mis en œuvre et managé au quotidien, c'est très important, management au quotidien, vous pourrez travailler sur le plan de reprise. Il faut se préparer. Hein, ça va pas être on claque des doigts et tout le monde revient au travail et tout se passe bien. Il y aura un traumatisme, des habitudes à recréer, une dynamique à réinstaurer. Ça se prépare. Et plus vous vous préparez à reprendre, plus vite la réussite. Alors plus vous assurez de la réussite de la reprise, et moins de temps vous allez mettre à reprendre. Enfin, le plan de retour à la vitesse de croisière hein, et au développement pérenne. Faut pas croire que parce qu'on a repris, hein, on a tout mis en œuvre, on s'est organisé, tout le monde revient, tout le monde est au courant, tout le monde va bien, c'est de l'histoire ancienne, on a repris, va falloir retrouver le rythme. Va falloir à nouveau réenclencher les clients, les ramener dans une certaine dynamique, recréer le business. Ça prend du temps. Voilà. Et pour certains, ce sera comme de repartir de zéro ou proche de zéro. On s'y prépare parce que si on s'y prépare pas, il n'y a aucune chance qu'on réussisse à le réaliser. Ensuite, ben, fixez-vous une ligne de conduite et alors aussi un document. Fixez-vous quelques règles, 3, 5, 10, comme vous voulez, une ligne de conduite hein, qui vous permettent de créer une nouvelle routine, de nouvelles habitudes.
pour un contexte particulier. Vous aviez peut-être l'habitude de vous lever tôt, de travailler avant que les équipes arrivent, accueillir les équipes, changez tout ça, reposez, fixez-vous ça, définissez-le et appliquez-le. Un petit mémo, un Google Doc, simple, restez simple, mais fixez-vous une nouvelle ligne de conduite. Voilà, de nouvelles habitudes. Encore plus si dorénavant vous travaillez depuis chez vous et à distance avec vos collaborateurs. Ensuite, bon ben, c'est facile à dire, hein, mais il faut s'adapter à la situation et être agile. Alors, vous avez quelque part, euh, j'allais dire, à tout malheur est bon, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, vous êtes, je pense, un peu mieux préparé que le citoyen lambda à vous adapter à des situations imprévues et à être agile par contrainte parce que le business c'est tout beaucoup plus vite de manière beaucoup plus euh, surprenante dans tous les sens, hein. La réussite comme l'échec, les contrariétés, les problèmes, euh, les aléas à surmonter, tout ça, c'est beaucoup plus concentré dans le business que dans la vie quotidienne. Donc, continuez à développer ça, restez lucide, prenez de la distance, partagez avec d'autres entrepreneurs. N'hésitez pas, je vous inviterai à d'autres webinaires et puis en mode interaction, mode réunion plutôt que speech comme aujourd'hui. Parce que je pense que le partage d'expérience peut être profitable individuellement et collectivement. Ensuite, bon, ben, dernier petit conseil, gardez votre sang-froid et les idées claires, hein. Et comme je vous le disais, moi, ben, je, 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 je suis en train de créer ce qui me permet de créer cette distanciation, hein, mes indicateurs, mes KPI, hein, comme je vous ai partagé tout à l'heure. Voilà, hein, mais mon agrégation. Alors, je suis en train de construire un, un, un tableau de bord business intelligence avec des outils dédiés. Je vous partagerai ça. En même temps, ben je vais au-delà de de ma compétence sur ces outils parce que je veux des choses assez pointues et que jusqu'à présent, j'avais pas eu le contexte client pour le faire. Donc, je développe mes compétences. Je prépare demain. Hein, je prépare demain sans savoir quand c'est, mais c'est pas grave. Ça me décourage pas. Et au contraire, je me dis que ben, chaque instant qui passe me donne l'occasion de me construire davantage et d'être plus fort, plus conscient, plus agile, euh, plus vivant. Voilà. Donc, pour le comment agir, je vous ferai signe demain. Je vous enverrai un mail à tous. J'espère que ce que je vous ai partagé, ce que je vous partage, va vous inspirer, vous redonner confiance, un peu d'espoir. Euh, Même si sans doute tout ce que je vous ai exprimé, vous l'avez déjà peut-être vécu, entendu, mais je tenais à le partager à travers mon filtre parce que il y a tout mon vécu qui s'inscrit dans cette démarche et si je peux contribuer à ce que certains évitent de se planter ou vivent des situations euh, très compliquées ou inextricables, pardon, je vais le faire avec grand plaisir. Sur ce, les amis, l'ami, porte-toi bien. Dans la vie, il y a la vie. La peur ne résout rien. Ça nuit à ta santé. Donc, garde le sourire et propage la bonne humeur. L'humour, ça fait gagner des minutes de vie supplémentaires. On va la voir. Salut. C'est possible.